Ils bordent nos villages, ombragent nos routes et couvrent aujourd'hui près d'un tiers de tout le territoire français. Certains vivent depuis plus de 1000 ans, ont vu passer des dizaines de générations et continuent imperturbables de pousser vers le ciel. Voici l'histoire vraie des arbres de France, des géants silencieux qui façonnent nos paysages depuis toujours. La forêt française métropolitaine couvre aujourd'hui 17 600 000 hectares, soit près d'un tiers du territoire national. Cette surface a progressé de plus de 20% depuis 1985, faisant de la France le quatrième pays le plus boisé d'Europe, juste derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. Un patrimoine vert en pleine expansion, contrairement à une idée reçue trop répandue. La forêt métropolitaine française regroupe environ 190 essences d'arbres différentes. Les feuillus, comme le chêne ou le hêtre, représentent près des 2 tiers de cette surface forestière, les résineux, comme le sapin ou le pin, occupant le tiers restant. Environ la moitié des forêts françaises sont composées d'une seule essence dominante, tandis que les autres mélangent plusieurs espèces sur une même parcelle. Le chêne pédonculé est, à lui seul, avec ses cousins, l'essence feuillue la plus présente de France, représentant environ 44% du volume total de bois feuillu du pays. On le reconnaît à ses glands portés par un long pédoncule, tandis que ses feuilles, elles, sont directement fixées à la branche sans aucune tige. Un arbre robuste, présent aussi bien dans les grandes plaines que dans les haies bocagères. Le chêne sicile ressemble beaucoup à son cousin pédonculé, mais s'en distingue par un détail inversé, ses glands, eux, sont directement fixés à la branche sans tige, tandis que ses feuilles portent un petit pétiole de 1 à 3 cm. On le trouve plus volontiers sur les sols légèrement acides et les terrains vallonnés où ils forment parfois de magnifiques futaies rectilignes, recherchées pour la qualité de leur bois. Le hêtre se reconnaît entre tous à son écorce grise, fine et parfaitement lisse, qui ne se craquelle jamais, même sur les sujets les plus âgés. Ses feuilles ovales, fines et légèrement translucides, forment un feuillage dense qui plonge le sous-bois dans une pénombre presque totale l'été. Les hêtraies françaises, en particulier dans le nord-est du pays, comptent parmi les paysages forestiers les plus photographiés de l'automne. Le châtaignier, cousin du hêtre et du chêne au sein de la même famille botanique, a longtemps nourri des régions entières de France, en particulier les Cévennes et la Corse, où l'on parlait autrefois de l'arbre à pain. Ces fruits, enfermés dans une bogue hérissée de piquants, sont aujourd'hui encore récoltés chaque automne. Attention toutefois à ne pas confondre la châtaigne comestible avec le marron du marronnier, qui lui ne se mange pas. Dans le sud-ouest de la France, la forêt des Landes de Gascogne s'étend sur plus d'1 million d'hectares de pins maritimes, ce qui en fait la plus grande forêt cultivée de toute l'Europe de l'Ouest. Entièrement plantée au XIXe siècle pour assainir des terrains sableux et marécageux, elle est aujourd'hui un pilier essentiel de l'industrie du bois française, entre pâte à papier, charpente et résine. Le pin sylvestre, lui, préfère les sols pauvres et les altitudes plus élevées, des Alpes au Massif central. Son écorce orangée caractéristique, qui s'écaille en fines plaques dans sa partie supérieure, permet de l'identifier au premier coup d'œil, même de loin. Espèce pionnière, il est souvent le premier arbre à coloniser les terrains dénudés, ouvrant la voie à d'autres essences plus exigeantes. Le sapin pectiné et l'épicéa commun forment, à eux deux, plus de 40% du volume total des résineux français. On les distingue facilement par leurs cônes, ceux du sapin pointent vers le haut et se désagrègent directement sur la branche, tandis que ceux de l'épicéa pendent vers le bas et tombent entiers au sol. L'épicéa est aussi, traditionnellement, l'arbre de Noël le plus répandu dans les foyers français. Le bouleau se reconnaît immédiatement à son écorce blanche et fine, qui se détache parfois en fins lambeaux comme du papier. Arbre pionnier par excellence, il est souvent le premier à s'installer sur un terrain en friche ou récemment déboisé, préparant le sol pour des essences plus lentes à s'établir. Sa croissance rapide et sa légèreté en ont fait, depuis longtemps, un bois apprécié pour la fabrication de contreplaqué et de mobilier. Le platane borde depuis des siècles les routes, les places de village et les cours d'école de toute la France, en particulier dans le sud. Son écorce si particulière se détache par plaques, révélant un tronc marbré de gris, de vert et de beige. Aujourd'hui, hélas, une grande partie de ces alignements historiques est menacée par le chancre coloré, une maladie fongique introduite accidentellement, contre laquelle il n'existe aucun traitement. Le tilleul occupe une place particulière dans le cœur des villages français, souvent planté au centre de la place principale, où il offre son ombre généreuse depuis des générations. Ces fleurs parfumées récoltées chaque été entrent depuis toujours dans la composition de tisanes appréciées pour leur vertu apaisante. Certains tilleuls centenaires, plantés en l'honneur d'événements historiques, sont aujourd'hui classés comme arbres remarquables. Le peuplier, avec sa silhouette élancée et son feuillage tremblant au moindre souffle de vent, borde traditionnellement les cours d'eau et les zones humides de nombreuses régions françaises.
Sa croissance particulièrement rapide en fait une essence de choix pour la populiculture, cette sylviculture spécialisée qui alimente notamment l'industrie de l'emballage léger et des allumettes grâce à un bois tendre et facile à travailler. L'if occupe une place à part dans la culture française. Planté traditionnellement dans les cimetières depuis le Moyen Âge, il est à la fois toxique dans presque toutes ses parties et extraordinairement longévif. Certains ifs français comptent aujourd'hui parmi les êtres vivants les plus anciens du pays, ayant traversé plus d'un millénaire d'histoire sans jamais cesser de reverdir chaque printemps. Sous chaque arbre s'étend un système racinaire souvent aussi vaste que son pied, visible en surface. Ces racines assurent un double rôle essentiel. Ancrer solidement l'arbre face aux vents les plus violents et puiser l'eau ainsi que les minéraux nécessaires à sa croissance. Certaines racines s'associent même à des champignons souterrains dans une relation d'échange appelée mycorhize bénéfique aux deux partenaires. Chaque année, un arbre ajoute un nouvel anneau de bois sous son écorce, visible en coupe transversale sous la forme d'un cerne. L'épaisseur de chaque cerne varie selon les conditions climatiques de l'année, plus large lors des saisons favorables, plus fin lors des sécheresses. En comptant et en analysant ces cernes, les scientifiques peuvent ainsi reconstituer précisément l'âge d'un arbre, mais aussi l'histoire climatique de toute une région. Chaque année, au sortir de l'hiver, les arbres à feuilles caduques libèrent leurs bourgeons dans un phénomène appelé débourrement. De minuscules feuilles, protégées tout l'hiver par des écailles rigides, se déploient alors en quelques jours à peine, transformant des branches nues en un feuillage éclatant. Ce cycle, répété inlassablement chaque année, permet à l'arbre d'économiser de l'énergie durant la saison froide, où la photosynthèse serait de toute façon peu efficace. Un arbre isolé, souvent le plus haut point d'un paysage dégagé, attire naturellement la foudre lors des orages. Le courant électrique, en traversant le tronc, peut vaporiser instantanément l'eau contenue dans les fibres de bois, faisant parfois littéralement exploser une partie de l'écorce. Pourtant, de nombreux arbres frappés survivent malgré tout à ce choc extrême, cicatrisant lentement leurs blessures au fil des années suivantes. Au-delà de son rôle écologique, la forêt française représente une filière économique considérable, employant des centaines de milliers de personnes entre sylviculture, exploitation forestière, scierie et industrie du papier. Une gestion durable, encadrée par des plans d'aménagement précis, vise aujourd'hui à concilier production de bois, préservation de la biodiversité et adaptation au changement climatique, un équilibre de plus en plus délicat à maintenir. Le titre du plus vieil arbre de France reviendrait à un olivier des Alpes-Maritimes, âgé selon les estimations entre 2000 et 2500 ans. Haut de 15 mètres et large de 18 mètres d'envergure, cet arbre exceptionnel produit encore des olives aujourd'hui malgré son âge vénérable. Impossible toutefois de dater un arbre vivant avec une précision absolue, la plupart des sujets aussi anciens étant naturellement devenus creux avec le temps. Dans le Calvados, l'If d'Estrie afficherait plus de 1600 ans d'existence. En Seine-Maritime, le chêne d'Allouville-Bellefosse, âgé d'environ 1200 ans, abrite quant à lui une curiosité unique. Deux petites chapelles ont été aménagées directement à l'intérieur de son tronc creux, il y a plusieurs siècles, et l'on peut encore aujourd'hui y grimper par un escalier extérieur en colimaçon. Le changement climatique fragilise aujourd'hui de nombreuses forêts françaises, en particulier les résineux de montagne, affaiblis par des sécheresses de plus en plus fréquentes et vulnérables aux attaques d'insectes ravageurs. Des maladies introduites accidentellement, comme la chalarose du frêne, déciment par ailleurs certaines essences entières sur de vastes portions du territoire, posant un défi majeur pour la gestion forestière des décennies à venir. Chênes centenaires, hêtraies dorées, pins des Landes, ifs millénaires, les arbres de France racontent, à travers leurs cernes et leurs racines, une histoire bien plus ancienne que celle des hommes qui les entourent. La prochaine fois que vous croiserez un vieux chêne au bord d'un chemin, souvenez-vous qu'il porte peut-être en lui plusieurs siècles d'histoire silencieuse, gravée à jamais dans son bois.